Mes chers compatriotes, je voudrais revenir dans une série de quelques vidéos, il y aura plusieurs vidéos afin de ne pas vous lasser par des vidéos trop longues, sur ces plans d'aide massifs et successifs qui ont été annoncés depuis la mi-mars par différentes autorités européennes pour lutter contre cette pandémie. Alors, ces plans ont donné au public le sentiment d'efforts financiers absolument colossaux. Les montants qui ont été annoncés se chiffrent en centaines de milliards d'euros et donnent un petit peu le vertige. Ils ont pour but de faire croire à tout un chacun que l'Union européenne déverserait dans l'économie, et notamment dans l'économie française, des moyens financiers absolument gigantesques. Le message subliminal est limpide. On veut mettre dans la tête des Français qu'ils seraient insensés de vouloir quitter cette Union européenne qui distribue des centaines de milliards d'euros à la volée avec une telle générosité. Centaines de milliards d'euros, d'ailleurs, que personne n'a encore vraiment vu. Le fait est que derrière ces plans de relance se dissimulent des mécanismes financiers, techniques et rébarbatifs qui sont peu compréhensibles par le grand public et qui en restent à une vision globale et superficielle. Pour dire la vérité, beaucoup de Français ne comprennent pas bien de quoi il s'agit. En particulier, les Français entendent parler de centaines de milliards d'euros, mais ils ignorent totalement combien la France va recevoir de ces fameux plans de relance, et ils comprennent encore moins qui va payer quoi. Alors il y a deux catégories de Français. Il y en a qui croient au Père Noël et qui pensent que ce qu'on leur dit dans les médias est vrai. Et donc ils nous disent, ils raisonnent « Ah, heureusement que l'Europe est là pour nous aider, sinon nous serions perdus ». Puis il y a d'autres Français, heureusement de plus en plus nombreux, qui se méfient et qui subodorent que tout ça n'est pas clair et qu'il y a anguille sous roche. Eh bien, ceux qui se méfient ont bien raison de se méfier. Et c'est mon propos. Car l'Union européenne, comme vous le savez, ne produit rien par elle-même. Tout l'argent qu'elle brasse provient toujours de quelque part. Et lorsque ces institutions prêtent, il faut bien que cet argent vienne de quelque part, et il faut bien que quelqu'un le rembourse ensuite avec des intérêts. Alors, il faut dire que les Français ont des circonstances atténuantes. Pour ne rien y comprendre, ils ne sont pas aidés par leurs médias, qui, presque tous, sont acquis à l'idéologie européiste et pro-Macron. Dans le meilleur des cas, les médias formulent du bout des lèvres quelques critiques inoffensives contre ces plans de relance européens, mais tout ça reste bien lointain et bien confus dans l'esprit du public. Les personnes qui me suivent savent qu'il faut être particulièrement méfiant quand les médias tombent en pâmoison de façon quasi unanime devant quelque chose ou quelqu'un. Les Français n'ont pas oublié l'opération de promotion médiatique outrancière qui a propulsé Macron à l'Élysée en 2017. Chacun peut en voir maintenant les conséquences funestes. Avant d'entrer dans le détail, que peut-on dire en synthèse pour la France, pour les Français, pour nos finances publiques de ces différents plans européens? Je vais résumer toute cette affaire en une seule phrase. Si tous ces plans de relance se concrétisent, eh bien la France sera l'un des principaux pays, sinon le principal pays, à se faire plumer, mais dans des proportions phénoménales. Et tout cela pour rien d'autre que pour assouvir l'idéologie européiste. Alors entrons dans le détail. Il faut remonter un petit peu la chronologie. Alors depuis le début du mois de mars, et je vous parle aujourd'hui, nous sommes le 18 juin, ce sont pas moins de 5 plans de relance européens ou assimilés, j'y reviendrai, dotés d'une débauche de moyens financiers qui ont été annoncés en grande pompe. Premièrement, un premier plan a été annoncé le 18 mars 2020 sous la forme d'un programme de rachat
de 750 milliards d'euros d'actifs obligataires sur les marchés par la Banque centrale européenne. C'est ce qu'on a appelé le programme de quantitative easing. Il a été dévoilé le 18 mars par Christine Lagarde. Il a été décrit comme un véritable bazooka, je cite le mot, par les médias, en particulier par BFM TV. Il faut noter que ce premier plan faisait suite à ce que les médias avaient qualifié de bourde de Christine Lagarde. Rappelez-vous, j'en ai parlé, la présidente de la BCE avait commencé par déclarer le 13 mars 2020, 5 jours plus tôt donc, que la BCE n'avait pas pour mission de réduire les spreads. Les spreads, ce sont les marges. Il fallait comprendre de cette déclaration que Madame Lagarde estimait que la BCE n'avait pas pour tâche de maintenir aussi faible que possible l'écart entre le coût de la dette souveraine italienne et le coût de la dette souveraine allemande. C'est-à-dire que elle disait finalement ça ne nous concerne pas. Et les marchés avaient aussitôt interprété cette déclaration pour le moins inattendue et intempestive dans son milieu de Christine Lagarde comme la décision de la BCE de ne pas augmenter ses interventions sur les marchés. Et donc les marchés avaient dit ça y est, en fait, la BCE a décidé de laisser s'accroître rapidement les taux souverains italiens, c'est-à-dire que lorsque l'Italie va émettre des obligations, les taux demandés seront très supérieurs à ceux demandés par l'Allemagne. Et donc pour les marchés, ça signifiait que la BCE envisageait à un terme assez rapproché une situation de crise générale et la sortie de l'Italie de l'euro. Alors ça avait provoqué, rappelez-vous, un tsunami de réactions hostiles des européistes, indignés, effrayés des marchés, des institutions financières, des journaux. Donc Madame Lagarde s'était rendue compte qu'elle avait fait une grosse boulette. Il faut dire qu'elle n'est pas très compétente, elle n'a jamais été banquière centrale, et donc elle faisait ses armes. Et donc la patronne de la BCE, qui a pris ses fonctions en novembre de l'année dernière, avait rapidement dû faire machine arrière. Et c'est là qu'elle avait dégainé ce fameux bazooka de 750 milliards d'euros, qui sont donc des rachats de dettes par la BCE. Le deuxième plan, il y a eu un deuxième plan qui a été annoncé de 540 milliards d'euros. Il a été annoncé un mois après, le 10 avril 2020, par les institutions européennes, car semble-t-il que le premier bazooka de la BCE était apparu comme insuffisant. Ce deuxième plan est d'une autre nature que le premier. Il s'agit cette fois-ci d'un plan d'aide de 540 milliards d'euros proposé par les ministres des Finances de la zone euro le 10 avril et entériné par les chefs d'État et de gouvernement le 23 avril. La présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, n'a pas hésité à qualifier ce programme de véritable, je la cite, plan Marshall européen. Encore des références aux États-Unis. Après l'arme du bazooka qui est une arme américaine, la référence obligée au plan Marshall ou une autre référence américaine. Alors j'ai eu l'occasion de présenter en détail dans une vidéo antérieure à laquelle je me permets de vous renvoyer si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, que ce plan européen était composé de 3 étages. Premièrement, un étage de 240 milliards d'euros de prêts du mécanisme européen de stabilité, le MES, aux États sous condition importante de respecter un train de réformes et de mesures. Deuxièmement, 200 milliards d'euros de prêts, à nouveau, par la Banque européenne d'investissement, la BEI, pour financer des projets dans les États membres, donc des projets d'investissement. Et puis, troisième étage, 100 milliards d'euros de dépenses de la Commission européenne dans le cadre de son budget. Il s'agissait donc au total de prêts, comme il en existe déjà, et d'une réallocation des dépenses budgétaires de la Commission européenne. En bref, ce plan Marshall revenait à faire du neuf avec du vieux, c'est ce que les anglo-saxons appellent du rebranding. En français, on dirait qu'on change l'emballage et l'étiquette sur des dépenses déjà prévues. En somme, il n'y avait rien d'extraordinaire et certainement pas un plan de sauvetage très nouveau des économies frappées par la crise de la Covid-19. Par exemple, les projets d'investissement de la BEI, nul ne savait sur quelle durée ils s'étaleraient. Ils étaient déjà prévus. Pareil pour les dépenses de la Commission européenne. À titre de comparaison et pour montrer que l'on a des moyens d'action autrement plus rapides et plus puissants si l'on reste au niveau national,
Rappelons que le gouvernement français a lancé une garantie d'État pour 300 milliards d'euros de prêts pour les seules entreprises françaises immédiatement disponibles dès le 25 mars 2020. Alors que vous voyez que là, ce dont on parle, ce sont des sommes de 540 milliards d'euros, mais divisées par 27. J'avais eu l'occasion d'ailleurs de rappeler dans la vidéo dont je parlais à l'instant les engagements financiers considérables pris par la France dans le capital du mécanisme européen de stabilité. Ce sont autant de fonds mobilisés pour financer d'autres pays que la France. Sans oublier, bien sûr, que nous versons beaucoup plus au budget européen de l'Union européenne que nous n'en recevons. Ça, vous le savez maintenant. Ça signifie que nos versements au budget de l'Union européenne risquent d'exploser dans les années qui viennent à cause de 3 phénomènes. Premièrement, du fait du retrait britannique qu'il va falloir compenser financièrement, puisque les Britanniques étaient des contributeurs nets. Deuxièmement, du fait des projets grandioses de la commission von der Leyen sur les projets en matière écologique, en matière d'énergie, de lutte contre la production carbone et j'en passe. Et troisièmement, enfin, du fait de l'arrivée de nouveaux États membres, notamment l'Albanie et la Macédoine du Nord. J'ai eu l'occasion de vous en parler puisque le lancement de la procédure d'adhésion a été décidé récemment. Mais c'est pas tout, parce que là, je ne viens de vous parler que de 2 plans européens. Or, il y a 2 nouveaux plans européens de relance qui ont été récemment annoncés et dont je n'ai pas encore vraiment parlé dans mes vidéos. Troisièmement, le 3e plan, c'est le plan de 750 milliards d'euros, à ne pas confondre avec le premier de 750 milliards d'euros annoncé au mois de mars, qui était, je vous le rappelle, des rachats de prêts. Là, il s'agit d'un 3e plan de 750 milliards d'euros qui a été annoncé le 27 mai 2020 suite à la fameuse initiative franco-allemande de Macron et de Merkel. Comme si, finalement, le plan Marshall de l'Eurogroupe et le premier plan de mars n'étaient toujours pas suffisants. Donc c'est la Commission européenne qui a dégainé en s'inspirant, en reprenant à son compte la fameuse initiative lancée par Macron et Merkel. Donc Bruxelles, la Commission de Bruxelles a proposé, le 27 mai, ce 3e plan de relance de 750 milliards d'euros. Le journal Le Monde, l'ensemble de la presse française, notamment Libération bien sûr, ont aussitôt qualifié cette nouvelle annonce de véritable révolution. On nous a dit, ça y est, Madame Merkel a enfin accepté la mutualisation des dettes, des tabous sont tombés, Monsieur Moscovici a versé une larme avant de quitter Bruxelles pour devenir à la tête de la Cour des comptes. Tout ça, on nous a expliqué que c'était un moment hamiltonien. J'en ai parlé dans une vidéo récente, justement, sur le modèle américain que tous ces gens ont à l'esprit. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer qu'il ne s'agit pas du tout d'une mutualisation des dettes, en ce sens que ce ne sont pas des dettes contractées par les États, dont tous les États seraient solidaires. Ce qui signifierait qu'il n'y aurait aucune limite. Et que l'Italie, par exemple, pourrait s'endetter, ne jamais rembourser, et que ce seraient les Allemands qui rembourseraient à la place. Pour ça, les Allemands ont toujours dit nein. Pas seulement les Allemands d'ailleurs, mais les Néerlandais, les Finlandais, etc. Ça serait la vraie mutualisation des dettes. Là, ce dont il s'agit, c'est simplement le fait que la Commission européenne, pour financer son budget, d'habitude, elle reçoit les finances des États directement, notamment des contributeurs nets, mais de tout le monde. Tous les États versent et elle reverse à tout le monde. J'ai déjà expliqué ça 50 fois. Mais cette fois-ci, pour augmenter le volume de son budget, elle aurait l'autorisation de s'endetter elle-même sur les marchés financiers. Charge ensuite aux États membres de rembourser, sans doute, mais ça reste très flou, à hauteur de ce qu'ils payent dans le budget européen, de se rembourser la partie empruntée. Donc on n'est pas du tout dans la même mutualisation des dettes. D'abord parce que c'est la Commission européenne qui s'endette et ce ne sont pas les États. Et deuxièmement, parce que chaque État a un plafond maximum à rembourser. Et donc l'Allemagne ne va pas rembourser, par exemple, les dettes de l'Italie. Et puis, je le signale, j'aurai l'occasion d'y revenir dans le chapitre 2 de cette vidéo,
eh bien, cette idée a déclenché des réactions extrêmement hostiles, notamment ce qu'on appelle les 4 frugaux, c'est-à-dire les 4 pays de l'Union européenne, notamment du Nord, et qui sont hostiles, en fait, à ces opérations et qui ne souhaitent pas voir mener, ne serait-ce que qu'ils ne veulent pas voir augmenter le budget européen. Je vous ai parlé donc de 3 plans. Voici qu'un 4e nous a été annoncé il y a encore quelques jours. Un 4e plan de 600 milliards d'euros, qui dit mieux, a été annoncé le 4 juin 2020, donc il y a une dizaine de jours, dans le cadre de la poursuite des rachats de dettes publiques par la BCE. Donc, en fait, si l'on comprend bien, c'est une rallonge du premier bazooka. Enfin, ça vient tout juste de sortir, ce 18 juin 2020, on a appris ça ce matin, eh bien, c'est la phase 3 de ce que l'on appelle, ce que les spécialistes appellent, excusez-moi, c'est un jargon technique que 99,99% des gens ne comprennent pas, qu'on appelle le TLTRO, ce qui veut dire Targeted Longer Term Refinancing Operations, c'est-à-dire des opérations de refinancement visant un terme plus long, dont bénéficieront les banques européennes et qui, la Banque centrale européenne a décidé de leur prêter aux banques commerciales, des sommes en veux-tu, en voilà, avec un taux d'intérêt, tenez-vous bien, de moins 1%. C'est-à-dire qu'en fait, on paye les banques pour qu'elles puissent emprunter. Elles rembourseront moins que ce que la Banque centrale européenne va leur prêter. Et donc ce plan, aujourd'hui, 18 juin, la phase 3, parce que ça existait déjà, j'y reviendrai dans une vidéo ultérieure, eh bien, s'est élevé à 1300 milliards d'euros pour, notamment, favoriser l'octroi de crédit aux entreprises pour la relance économique suite à cette pandémie. Bon alors, on va essayer de résumer toutes ces histoires, parce que plus personne n'y comprend rien. Je résume les épisodes antérieurs. Si vous vous rappelez tout ce que j'ai dit depuis le début, on a eu en premier 750 milliards d'euros de quantitative easing. Ça a été appelé le bazooka 1 au mois de mars. En 2, 540 milliards d'euros. Ça a été appelé le plan Marshall européen qui se divise avec des interventions du MES, de la BEI, voilà. Donc ça, c'est le plan Marshall européen décrit comme tel. En 3, c'est 750 milliards d'euros. Ça, c'est l'initiative Merkel-Macron reprise par Madame von der Leyen et présentée comme un moment hamiltonien. Donc 750 milliards d'euros. En 4, eh bien, c'est le bazooka 2 de 600 milliards d'euros qui vient s'ajouter au bazooka 1, donc pour faire 1350 milliards d'euros. Donc là, c'est du quantitative easing. Et enfin, en 5, eh bien, il y a le TLTRO dont on a appris aujourd'hui qu'il allait dépasser les 1300 milliards d'euros. Voilà. Je sais pas si vous avez compris, on mélange des choux et des carottes. Le public là-dedans, qu'est-ce qu'il en pense? Malgré toutes ces annonces qui donnent le tournis et les qualificatifs burlesques qui les accompagnent dans les médias, le grand public il reste dubitatif. Loin de rassurer, cette succession de plans plus mirobolants les uns que les autres, où l'on lâche des centaines de milliards d'euros comme s'il en pleuvait, le grand public, il voit que ça n'a aucun effet immédiat perceptible par la population. On l'a encore vu il y a quelques jours à Paris, où on a eu des personnels soignants, et même des infirmières qui se sont fait molester, parce que là, pour l'instant, la seule chose qu'elles ont eue, c'est une petite médaille en chocolat, et on leur a toujours pas augmenté leur revenu, qui est tout à fait insuffisant. Et donc, toutes ces annonces laissent aussi poindre quand même une sourde inquiétude chez les européistes qui voient bien que la population se demande si on se moque pas d'elle. Alors, dans les vidéos que je vais faire à la suite, je voudrais revenir plus particulièrement sur les 3 derniers de ces plans européens, par ordre chronologique, c'est-à-dire les 750 milliards d'euros
de la Commission européenne pour donc ce moment hamiltonien, s'il a lieu, on verra ça. Deuxièmement, la rallonge de 600 milliards d'euros dont pourrait user la BCE pour procéder à des rachats d'actifs encore plus massifs sur les marchés. Et troisièmement, ces 1300 milliards d'euros de TLTRO. Alors, ce que les Français ne savent pas, et c'est ce que je vais leur montrer dans les vidéos qui suivent, c'est que si ces différents plans voient bien le jour, eh bien, il y a malheureusement un risque énorme que nous soyons, nous, spécialement les Français, que nous soyons les dindons de la farce européiste. Ah, nous verrons ça dans la prochaine vidéo déjà, dans le chapitre 2, où je vais examiner avec vous le fameux moment hamiltonien. Dans cette deuxième vidéo, dans ce chapitre 2, je voudrais insister sur les risques colossaux, je dis bien colossaux, en termes financiers notamment, du plan de l'initiative Macron-Merkel, l'initiative franco-allemande, qui a été transformée en un projet porté par la Commission européenne, présenté par Madame von der Leyen, et qui a suscité un concert de louanges dans les médias français, sur le thème que c'était un moment hamiltonien parce qu'on avait enfin une mutualisation des dettes, etc. J'y reviendrai, ce qui n'est pas vrai. Eh bien, ce plan Macron-Merkel proposé maintenant par la Commission européenne, en fait, risque de créer des problèmes financiers considérables pour la France et les Français. Avant que je ne commence, je voudrais faire une petite mise en garde, parce que cette vidéo est longue. Et elle est forcément un peu technique. J'essaye de présenter ça de la façon la plus claire possible, mais malheureusement, c'est pas toujours. On peut pas non plus rendre. Quand on parle des finances, on est bien obligé de parler quand même d'un certain nombre de notions financières minimales. Et je voudrais à ce propos attirer votre attention sur le fait que je sais qu'il y a des gens qui disent c'est trop long, il faudrait un truc qui dure. Actuellement, c'est des messages Twitter avec simplement, je sais pas, 150 lettres, ou alors il faut qu'une vidéo ne dépasse pas 3 minutes et 57 secondes, sinon les gens, la perte d'attention est terrible, etc. Je comprends bien tout ça. Mais la question qui se pose, c'est à force d'avoir ce genre de politique spectacle, avec des dirigeants politiques qui ne font que lancer des mots à la cantonade et faire quelque chose de superficiel, eh bien en fait on ne va jamais au fond des choses. Or ce dont les Français ont besoin, je pense, c'est d'avoir à la tête du pays des responsables. Et un responsable, étymologiquement, c'est quelqu'un qui apporte une réponse. Responsable, réponse. Une réponse au problème du jour en allant au fond des choses. Parce que sinon, si c'est pour lancer à la cantonade des phrases, bah à ce moment-là, c'est comme Hanouna. Hein. On peut très bien faire une émission de variété. Mais on ne fait pas d'émission de variété, on fait de la politique. Donc là, je vais être obligé d'aller au fond des choses pour que vous compreniez bien la catastrophe, je dis bien la catastrophe qui arrive, et que vous compreniez bien au passage pourquoi moi je fais de la politique. Parce que je ne peux plus supporter que notre pays soit dirigé par des gens qui ne font pas de politique, qui ne sont en fait que des cabotins, que des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent et qui prennent des engagements au nom de notre pays qui risquent d'entraîner des catastrophes non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et les générations ultérieures. Alors, dans le chapitre 1 de cette série de vidéos sur les plans dits de relance européens, j'avais donc évoqué ce plan de 750 milliards d'euros de la Commission européenne. C'est le plan qu'Ursula von der Leyen a proposé le 27 mai pour faire suite à cette fameuse initiative franco-allemande Macron-Merkel que l'on a présentée aux Français de la façon la plus dithyrambique qui soit. Si ce plan voit le jour, et j'utilise ici un conditionnel, il s'agirait d'un plan de 750 milliards d'euros qui serait entièrement financé par des emprunts sur les marchés et qui serait à rembourser, tenez-vous bien, entre les années 2028 et 2058. Entre 2028 et 2058. C'est-à-dire qu'on emprunterait maintenant. Quand je dis on, c'est pas ni vous ni moi ni les États, c'est la Commission européenne.
Elle emprunterait maintenant de l'argent et elle commencerait à rembourser cet argent dans 8 ans, en 2028, et les remboursements s'échelonneraient jusqu'en 2058, c'est-à-dire dans 38 ans. Ce plan de 750 milliards d'euros reprendrait d'une part le plan de hausse de 500 milliards d'euros du budget de la Commission européenne qui a été présenté justement par cette initiative Macron-Merkel, auquel s'ajouteraient 250 milliards d'euros de prêts octroyés pour des projets, reprenant en cela le principe des prêts pour des prêts, du contre-plan avancé par les 4 pays de l'Union européenne qu'on appelle les pays frugaux, qui sont l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. Donc 500 milliards d'euros des fonds donnés par la Commission européenne, comme c'est actuellement le cas à partir du budget européen, et 250 milliards d'euros, en fait, des prêts qui seraient la contrepartie de l'emprunt que la Banque centrale européenne ferait elle-même. Un point très important à noter tout de suite, c'est que ces dépenses, les 500 milliards d'euros, et l'octroi de ces prêts, les 250 milliards d'euros dans les États membres, seraient conditionnés à la réalisation de réformes et au respect des règles édictées par la Commission européenne. Les réformes, c'est-à-dire les GOPE, les fameuses réformes des grandes orientations des politiques économiques. Alors disons-le tout de suite. Aux dernières nouvelles, mais je parle en ce moment, le 18 juin, cette opération fait pour l'instant du surplace. Parce que l'initiative Macron-Merkel, que l'on a chantée sur tous les toits dans les médias français, en fait, elle se heurte à des oppositions farouches. Notamment des 4 frugaux dont je parlais à l'instant, mais pas que. Comme quasiment toutes les initiatives européennes qui nécessitent l'unanimité des États membres, ce programme se heurte à tant de points de vue contradictoires qu'il a toutes les chances d'être profondément revu à la baisse ou dénaturé, et peut-être même d'être abandonné en catimini. D'ailleurs, mardi 9 juin, il y a 9 jours, les 27 ministres des Finances des États membres de l'Union européenne se sont retrouvés pour le Conseil ECOFIN, comme on dit, en visioconférence du fait de la pandémie, pour débattre ensemble de cette initiative Macron-Merkel reprise par la Commission européenne. Et comme l'a souligné le journal Le Monde de ce jour-là, qui dressait le bilan, eh bien ce plan de relance européen de 750 milliards d'euros, je cite le journal Le Monde, est très loin de faire l'unanimité. À la fracture classique entre le Nord, avec des pays rigoureux financièrement, et le Sud de l'Europe, qui sont considérés en général comme moins rigoureux, qui n'ont pas la même conception de l'orthodoxie budgétaire, s'ajoute de plus en plus un clivage entre les pays du sud de l'Europe et les pays de l'Est du vieux continent, où on a le sentiment, en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie, etc., que ce que l'on donne aux uns est pris aux autres. Les pays de l'Est, que l'on surnomme les amis de la cohésion, entre guillemets, ne voient, comme d'habitude, que leurs seuls intérêts et militent pour une large redistribution des fonds européens. À leur profit, bien entendu. Donc, rien ne dit pour le moment si les frugaux vont finalement accepter une quelconque hausse du budget européen, parce que finalement, c'est ça le point central du plan Macron-Merkel, c'est une hausse du budget européen financée par emprunt. Or, il se trouve qu'ils refusent catégoriquement cette hausse pour le moment. Alors, on va voir ce que vont donner les prochains jours. Notamment demain, 19 juin, il doit y avoir une nouvelle réunion. Elle va pouvoir peut-être faire avancer le dossier ou au contraire constater une nouvelle fois un blocage. Mais en fait, qu'est-ce que l'on peut anticiper ? Pour éviter d'être montré du doigt, parce qu'en général c'est ce qui se passe à Bruxelles, les États veulent tout bloquer mais veulent surtout pas que ça apparaisse. Donc ils ne veulent pas être montrés du doigt parce qu'ils mettraient leur veto à tout le processus. En fait, beaucoup d'États essayent de trouver des moyens détournés, un peu vicelards, pour essayer de faire capoter un projet en ayant l'air de Sainte-Nitouche. Donc pour ça, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède peuvent agir de façon subtile en utilisant 2 tactiques de négociation. La première tactique consisterait à donner leur accord à l'endettement de la Commission européenne. Alors on dirait que c'est un moment historique, l'Europe n'avance qu'à grands coups de crise, etc. Les pays frugaux ont fini par céder, etc., etc. Oui, mais
in cauda venenum, comme on dit en latin, c'est-à-dire le poison est à la fin. Ils donneraient leur accord, mais à la condition que le budget de l'Union européenne reste constant, ce qui est un de leurs objectifs centraux depuis des années. Pourquoi c'est un objectif central? Parce que ce sont 4 pays contributeurs nets au budget européen, et ils savent que toute hausse du budget européen se traduirait automatiquement par une hausse de leur contribution nette. Soit dit en passant, énormément de responsables, enfin de dirigeants français ne l'ont toujours pas compris. Quand je vois des dirigeants français qui disent qu'il faut absolument une augmentation du budget européen, ils ne se rendent pas compte que ça veut dire qu'il faudrait que la France soit encore plus taxée. Actuellement, la France donne à peu près 9 à 10 milliards d'euros de plus qu'elle ne reçoit. Si on multipliait le budget européen par 2, une formidable hausse, on dirait que c'est une victoire de l'Europe, ça voudrait dire qu'au lieu de donner 9 à 10 milliards d'euros chaque année en plus qu'on reçoit, on donnerait 18 à 20 milliards d'euros. C'est ça que ça veut dire. Hein. Il semble qu'il y ait beaucoup de dirigeants de partis politiques français qui n'aient toujours pas compris. Mais je peux vous dire qu'aux Pays-Bas, en Autriche, en Suède, au Danemark et en Allemagne, bien entendu, parce que l'Allemagne se cache derrière ces 4 frugaux, eux, ils ont bien compris. Ils ne veulent donc pas une augmentation du budget. D'ailleurs, les 4 frugaux ont déjà proposé un contre-plan en ce sens. C'est-à-dire, oui, d'accord pour un endettement, mais à budget constant. Mais il faut bien comprendre ce que ça signifie. Si on a une augmentation des dépenses, notamment pour la pandémie, à budget constant, ça revient à exiger de diminuer d'autres dépenses budgétaires européennes. C'est une évidence. Or, ces 4 frugaux, comme la plupart des pays du nord de l'Europe, considèrent que parmi les dépenses du budget européen, il y en a qui ne sont pas prioritaires et qu'il devrait donc être taillé dans le vif de ces dépenses afin de réorienter les fonds dégagés vers la lutte contre les effets de la pandémie ou vers des secteurs d'avenir. Mais c'est quoi les dépenses budgétaires européennes que l'on devrait sabrer selon les pays du Nord? Devinez. Ce sont d'abord et avant tout les dépenses de la politique agricole commune, de la fameuse PAC, qui représente une partie très importante du budget européen et qui depuis longtemps est dans le collimateur des pays du Nord parce qu'ils en sont très peu bénéficiaires et parce qu'ils estiment qu'elle représente une part exagérée du budget européen pour une activité qu'ils jugent passéiste, ce que je trouve scandaleux. Nourrir une population, l'agriculture n'est pas du tout une activité passéiste. Mais pour eux, c'est une activité où on pourrait très bien se fournir en blé ou en viande au Brésil, aux États-Unis, au Canada. En revanche, ce qu'il faudrait, c'est développer des activités de high-tech, des services informatiques, de la médecine, des choses comme ça. Donc ça serait les choses chics. Voilà. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Mais continuons le raisonnement. Quel est le premier pays bénéficiaire des fonds de la politique agricole commune? Vous le savez bien. C'est la France. C'est la France. Et donc, les États frugaux considèrent que la France bénéficie d'une façon exagérée de la politique agricole commune au profit de nos agriculteurs. Donc, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède auraient, dans cette tactique de négociation, un moyen excellent pour faire ce qu'au XVIIIe siècle on aurait appelé une réponse du berger à la bergère, ce qu'on dirait aujourd'hui une réponse du tac au tac, en mettant la France dans le plus grand embarras. Parce qu'en disant très bien, on est d'accord pour augmenter les dépenses sur les sujets d'avenir ou pour lutter contre la pandémie, mais nous on est contre l'augmentation du budget européen, donc il faut diminuer la PAC. Or Macron sait bien qu'il doit quand même défendre le niveau de vie de nos agriculteurs, qui sont d'ailleurs dans une situation de plus en plus désastreuse. Et donc, de ce fait, Macron serait obligé de dire non, moi aussi, je suis obligé de défendre mes intérêts nationaux. Et donc, d'un seul coup, les 4 frugaux renverraient à Macron et à la France le mistigris de qui n'est pas suffisamment coopératif avec les autres pays d'Europe. La deuxième tactique des 4 pays frugaux consisterait à laisser la Commission européenne développer son projet tout en jouant les Ponce Pilate, en s'en lavant les mains, en obtenant des garanties et l'assurance qu'eux resteront extérieurs à toute contribution supplémentaire au budget européen. En bref, ils ne se sentiraient pas liés par cette idée. Donc ils pourraient très bien dire oui, faites l'augmentation du budget que vous voulez en vous endettant comme vous voulez, mais nous,
on ne marche pas dans la combine. Donc nous, on ne participera ni à l'emprunt, ni à l'utilisation de cet emprunt. Ça, c'est ce que je voulais dire en préambule pour montrer que vous voyez qu'il va y avoir du fil à retordre. Et je ne parle que des 4 frugaux. Je ne parle pas des pays de l'Est, je ne parle pas non plus du jeu de l'Allemagne sur lequel je reviendrai. Quoi qu'il en soit, imaginons que le plan de Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne de 750 milliards d'euros, inspiré de l'initiative Macron-Merkel, voit en définitive le jour. C'est ce qu'espère non seulement Macron et aussi presque toute la presse française, sans faire preuve de la moindre analyse critique. Eh bien, les Français doivent comprendre quelles en seraient les conséquences. Et c'est là où je veux mettre sur la table ce qu'il est absolument ahurissant que personne ne dise aux Français. Imaginons que le plan de Mme Merkel et que le plan Merkel-Macron et que le programme de Mme von der Leyen effectivement voient le jour. Quelles en seraient les conséquences ? Première conséquence. Sur les 750 milliards d'euros, il y en a 250 qui seraient des prêts contre des prêts. On peut estimer que les bénéficiaires des prêts seront chargés de rembourser. Mais sur les 500 milliards d'euros consistant à augmenter le budget de l'Union européenne, personne ne sait actuellement qui est-ce qui remboursera ces 500 milliards d'euros et qui commencera à les rembourser dans 8 ans et qui finira de les rembourser dans 38 ans. Ces 500 milliards d'euros empruntés sur les marchés par la Commission européenne pour ces dépenses budgétaires nouvelles. D'abord, d'ailleurs, il n'est finalement pas certain que les investisseurs internationaux vont se précipiter pour prêter de l'argent avec une maturité, comme on dit dans le jargon financier, aussi longue que 38 ans à l'Union européenne. Parce que les gens ne sont pas bêtes sur les marchés financiers à travers le monde. De New York à Tokyo, de Shanghai à Londres, ou de Francfort à Amsterdam, dans toutes les bourses principales du monde, tous les financiers du monde savent bien que l'Union européenne ne se porte pas bien, qu'elle est entrée, notamment depuis le Brexit, dans une période que l'on peut qualifier au minimum de très fortes incertitudes sur son avenir, et pour certains, pour ne pas dire qu'elle est en pleine déliquescence. Donc les investisseurs internationaux, qui sont des fonds de pension, je sais pas, australiens, guatémaltèques, sud-africains ou je sais pas quoi, les gestionnaires de ces fonds d'investissement, ou bien des grandes fortunes, pourraient très bien craindre que l'emprunt lancé par l'Union européenne aujourd'hui, dans 8 à 38 ans, qui est-ce qui le remboursera si l'Union européenne se désintègre ? Ils pourraient très bien craindre que ce soit en fait une réédition des fameux emprunts russes qui ont marqué la mémoire collective. Rappelez-vous, l'Empire russe s'était endetté pour des sommes colossales à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle pour financer notamment la modernisation de la Russie tsariste et des infrastructures. Il l'avait fait notamment auprès du public français. Et beaucoup de Français avaient souscrit des emprunts russes en disant au moins là on est sûr qu'on sera remboursé parce que c'est un régime à poigne. Il y avait eu d'ailleurs l'alliance franco-russe avec le voyage en 1894 de Nicolas II et d'Alexandra Féodorovna qui avait été reçu par le président Félix Faure, et c'était le grand amour franco-russe. Bon. Donc beaucoup de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, ça dépend à quel âge vous avez, avaient placé de l'argent auprès de cet emprunteur, l'Empire tsariste, qui paraissait solide. Et puis, vous savez qu'il a tout simplement fait défaut lorsque les bolcheviks, après la révolution d'octobre, ont pris le pouvoir, ont décidé de répudier cette dette. Voilà. Donc, chat échaudé craignant l'eau froide, un certain nombre d'investisseurs internationaux vont se dire mais qui est-ce qui peut nous assurer qu'on sera remboursé de notre argent dans 30 ans, dans 33 ans, dans 35 ans, si l'Union européenne explose dans 5 ans ? Même en supposant qu'il se trouve des investisseurs pour prêter 750 milliards d'euros à une structure aussi vermoulue dont nul ne sait si elle existera encore dans 5 ans et a fortiori dans 38 ans. Il est probable qu'ils exigeront un taux d'intérêt à la hauteur du risque pris. Il n'est donc pas du tout certain que le taux d'intérêt demandé par les marchés financiers serait si favorable. Il y a même tout lieu de penser que le taux d'intérêt
auquel la Commission européenne s'endetterait dans le cadre Macron-Merkel recarrossé von der Leyen, il y a tout lieu de penser que le taux d'intérêt serait moins favorable que les taux obtenus par les émissions obligataires françaises aujourd'hui sur les marchés. Donc, c'est pour nous un marché de dupes. On peut comprendre peut-être que ça serait meilleur que les taux d'intérêt pour l'Italie, et encore, mais nul ne sait quel sera l'accueil fait par les marchés. Pour répondre en partie à cette objection, les plus eurofanatiques évoquent que le remboursement pourrait être gagé par la création de ce qu'ils appellent un impôt européen. Mais cette notion représente un tel chiffon rouge pour certains États membres que la probabilité qu'elle soit retenue reste très faible, sauf à ce que l'on joue sur les mots et que l'on baptise impôt européen ce qui serait en fait une simple hausse des droits de douane qui finance d'ores et déjà pour partie le budget de l'Union européenne qui provient des droits de douane des produits importés venant de pays hors zone Union européenne, par exemple fabriqués en Chine. Quand ils arrivent sur le territoire de l'Union européenne, ils sont frappés de droits de douane qui vont directement abonder le budget de l'Union européenne. La deuxième conséquence, c'est que telle qu'elle est actuellement présentée, l'opération prévue par le plan von der Leyen risque de déboucher sur un gouffre financier pour les Français. Comme je l'ai dit précédemment, sur les 750 milliards d'euros, 500 seront des subventions aux 27 États. Or, on a lu dans la presse, il y a quelques jours, que selon certaines esquisses préalables, la France recevrait, sur ces 500 milliards, recevrait au maximum 39 milliards d'euros, alors que l'Italie en recevrait 82 milliards, l'Espagne 77 milliards, la Pologne, pour sa part, en recevrait 38 milliards, c'est-à-dire autant que la France avec 39, et l'Allemagne en recevrait 29 milliards. Je rappelle qu'il s'agit d'une augmentation du budget européen qui ne dit pas son nom et dont le financement est reporté sur les générations futures. Je voudrais mettre ici l'accent sur un élément qui est quand même très important. Le montant de 39 milliards d'euros maximum annoncé pour la France peut paraître élevé, mais il est inexplicablement très inférieur au montant annoncé pour les autres États que je viens de dénoncer. En particulier, je ne sais pas vous, mais moi je ne comprends pas pourquoi la France recevrait moitié moins de subventions européennes que l'Italie ou l'Allemagne pour remédier à la pandémie de coronavirus, alors que la France a été pratiquement aussi touchée que ces deux pays par la Covid-19. J'ai regardé les chiffres. Au 17 juin 2020, on totalisait 34 448 morts en Italie de la Covid-19, 29 547 morts en France et 27 136 morts en Espagne. Cela représente donc 16,6% de morts de plus en Italie qu'en France et 8,2% de morts de moins en Espagne qu'en France. Alors pourquoi, dans ces conditions, l'Espagne et l'Italie auraient-ils 2 fois plus de subventions que nous ? On ne comprend pas non plus pourquoi un pays comme la Pologne, qui a été très peu touché par la pandémie en nombre de morts, bénéficie du même montant que la France, 38 contre 39 milliards, puisque le 17 juin, j'ai regardé les chiffres, on comptait 1272 morts de la Covid-19 en Pologne, c'est-à-dire seulement 4,3% du nombre de morts en France. Il semble que même l'Allemagne serait donc beaucoup mieux traitée que la France, puisque quant à elle, elle empocherait 29 milliards d'euros, je l'ai dit, c'est-à-dire près des trois quarts, 74,4% de la somme reçue par la France, alors que le nombre des morts de la Covid-19 en Allemagne s'élevait à 8830 le 17 juin, c'est-à-dire hier, puisque je parle du 18 juin, c'est-à-dire 30%, 29,9% du nombre de morts en France. Alors, pour expliquer ce mystère où la France apparaît comme spécialement maltraitée, j'ai repéré un article du Figaro du 27 mai qui nous a assuré que la répartition de ces subventions ne se ferait pas selon le nombre des morts, mais reposerait sur des projections de croissance économique territoire par territoire dans l'Union européenne. Pas pays par pays, à l'intérieur de chaque pays, par sous-région, etc. Alors c'est là que les bras m'en tombent.
j'ai découvert cette chose étonnante, quasiment miraculeuse. C'est une carte qui a été établie par les services de la Commission européenne, qui a été diffusée dans la presse, et qui fait apparaître la France comme un pays dont l'économie aurait été beaucoup moins touchée que celle de ses voisins par le confinement dû à la Covid-19. Et cela au point même que l'économie française aurait été, par exemple, globalement moins touchée que l'économie suédoise, alors qu'il n'y a pas eu de confinement en Suède et que tous les commerces et toutes les entreprises ont continué à fonctionner comme si de rien n'était. Je vous suggère de regarder la carte qui va apparaître sur votre écran, comme on peut le voir sur cette carte. La France, d'après les services mirobolants de la Commission européenne, l'économie française serait donc beaucoup moins touchée que l'économie espagnole ou que l'économie italienne, mais aussi beaucoup moins touchée des pays de l'Est, comme la Pologne, qui a des tons très foncés, comme vous le voyez. Quand c'est très foncé, c'est qu'il y a une chute du PIB très importante. La Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, la Slovénie, la Croatie, la Grèce, la Lituanie. Toujours, si on regarde bien cette carte, vous voyez que la Suède, la Finlande, l'Irlande semblent moins bien s'en sortir que la France du point de vue économique, alors que c'est quand même bizarre, puisque je l'ai dit tout à l'instant, la Suède, par exemple, n'a pas procédé au confinement. Nous, quand on a procédé au confinement, il y a les restaurateurs, les brasseries, par exemple, ou tous les services liés aux touristes, ils ont vu leur chiffre d'affaires quasiment anéanti, ou baissé de 90, 95%, voire 100%. Quant à l'Allemagne, si vous regardez cette carte, certains de ces territoires sont dans des couleurs plus foncées, notamment la Sarre, que celles de toutes les régions françaises. La situation semble également plus dégradée du point de vue économique globalement aux Pays-Bas qu'en France. Alors effectivement, en vertu de cette carte qui nous a été produite par les services de la Commission européenne, c'est vrai, il est logique que la France reçoive beaucoup moins de subventions que les autres pays qui apparaissent comme très touchés par la pandémie. Mais, il y a un mais. Peut-on m'expliquer pourquoi la France s'en sortirait si bien du point de vue de la Commission européenne, alors que nos médias, aujourd'hui, là, à la mi-juin, nous expliquent que notre récession et nos déficits non seulement risquent d'être catastrophiques, mais risquent même d'être les pires du continent. Alors là, il y a quand même une totale incohérence. En réalité, les fonctionnaires européens en poste à Bruxelles et les autres pays de l'Union européenne semblent avoir parfaitement compris que la France est actuellement aux mains de dirigeants qui sont totalement soumis à ce que De Gaulle appelait l'esprit d'abandon. Et même plus grave, ça fait plus de 40 ans qu'on a appris aux Français à détester leur propre pays, à le ridiculiser, à considérer qu'il ne fallait surtout pas défendre nos intérêts nationaux. C'est ici le moment de citer ce que Charles de Gaulle pensait précisément des dirigeants qui hantaient les allées du pouvoir de la IVe République contre laquelle il s'est tant battu. Le fondateur de la France libre n'avait pas mâché ses mots devant Alain Peyrefitte le 16 janvier 1963. C'est précisé dans le livre C'était de Gaulle, paru chez Fayard dans le tome 2. Et l'analyse que faisait de Gaulle est aujourd'hui d'une actualité absolument brûlante. Voilà ce que disait de Gaulle. Il disait « Il y a plus grave, c'est l'esprit d'abandon. Cette espèce de trahison de l'esprit dont on ne se rend même pas compte. L'esprit de Locarno. L'esprit qui nous a amenés à tout lâcher sans aucune garantie. L'esprit qui nous a amenés à laisser réoccuper la Rhénanie par Hitler. L'esprit qui nous a conduits à rendre sans contrepartie leur charbon et leur acier aux Allemands pour construire la CK dans les conditions où on l'a construite. » Et De Gaulle poursuivait en disant « Comme si le but d'une politique française était de faire plaisir aux autres pays et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de France. Surtout ne pas faire de peine aux étrangers. » Et De Gaulle concluait en disant « Il y a chez nous toute une bande de lascars qui ont la vocation de la servilité. Ils sont faits pour faire des courbettes aux autres et ils se croient capables de ce seul fait de diriger le pays. » Eh ben voilà. Voilà. Si la Commission européenne est en train de nous expliquer qu'on aura moins d'argent que les autres, mais beaucoup, beaucoup moins, on va nous piquer 40 milliards d'euros, je ne sais pas si vous voyez, au motif que notre économie se porterait moins mal que les autres, ce qui est complètement faux, c'est tout simplement parce qu'à la Commission européenne, ils savent très bien qu'avec ces jobards de Français, on peut y aller tant qu'on veut.
Rappelez-vous Giscard, quand il était président de la République, qui avait cru bon de déclarer que la France, avec 1% de la population mondiale, nous n'étions qu'une puissance moyenne. Vous avez déjà entendu, vous, les États-Unis, le président des États-Unis dire vous comprenez, nous, on a 320 millions d'habitants, ça fait 4% de la population du monde, donc on n'est qu'une petite puissance. Vous avez déjà entendu ça? Il y a cette espèce de volonté permanente de ne plus défendre nos intérêts nationaux. On peut aussi remercier d'ailleurs dans la foulée toute la famille Le Pen qui a permis, par ses outrances et tous ces dérapages depuis 40 ans ou 50 ans, depuis 1972, le Front National, ils ont contribué, avec l'aide des médias français et de la gauche française, de mettre dans la tête des Français que parler de la nation et des intérêts nationaux, ça serait être fasciste. La gauche a instrumentalisé la famille Le Pen pour renforcer cette équation complètement désastreuse et mortifère. Le résultat, on le voit au quotidien, comme sous la Quatrième République, la France est de nouveau dirigée par, je cite De Gaulle, par toute une bande de lascars qui ont la vocation de la servilité et qui, toujours pour citer De Gaulle, ont l'esprit à tout lâcher sans aucune garantie, comme si le but de leur politique était de faire plaisir aux autres pays et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de France, surtout ne pas faire de peine aux étrangers. C'est typiquement la politique de Macron ou de Bruno Le Maire. Voilà, on peut pas, etc. Il est d'ailleurs, parce que je connais un peu les allées du pouvoir, je connais la haute administration française, il n'est même pas exclu que les dirigeants français aient cru malin de faire bonne figure à Bruxelles en minimisant sciemment l'impact de la crise de la Covid-19 sur la France. Il n'est pas exclu, alors que tous les autres États, j'imagine bien la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, en jouant les caliméros, en disant vous vous rendez compte à quel point on a souffert de cette pandémie. Voilà, donc tous les pays sont là à tirer, à montrer la sébille. L'Espagne, l'Italie, le Portugal, etc. La Suède, même. Que nous, grands seigneurs, eh bien qu'il n'est pas exclu, j'en sais rien, mais c'est pas exclu, qu'on ait envoyé à la Commission européenne des prévisions de croissance relativement optimistes, alors que notre intérêt national eût été au contraire de dire non, nous, ça va être la catastrophe. Alors bien entendu, les autres États européens en profitent. Comme je le disais tout à l'heure, ils ont parfaitement compris que la France, en fait, est à qui veut la prendre. Elle est comme un coffre-fort, ouvert, dans lequel il n'y a qu'à se servir, et c'est d'ailleurs ce qu'ils font. Plus le temps passe, et plus les nouvelles de l'économie française sont d'ailleurs angoissantes, sinon terrifiantes, comme les montrent les statistiques publiées par la Commission européenne tout récemment, le 9 juin. Ce sont des chiffres, des données plus récentes que la carte que je vous montrais, sur la croissance du PIB observée au premier trimestre 2020. Et là, il ne s'agit pas de prévisions, mais de ce qui a été réalisé. Que voit-on dans ce tableau de la Commission européenne que vous voyez sur votre écran ? Eh bien, on voit que la France et l'Italie sont les pays les plus touchés économiquement de l'Union européenne par la crise du coronavirus. Si on compare le premier trimestre 2020 au premier trimestre de 2019, eh bien, il faut regarder la partie droite du tableau. On a moins 5% du PIB pour la France et moins 5,4% pour l'Italie. Les écarts sont considérables avec les autres États. On constate que là où la France a perdu 5 points de PIB au premier trimestre 2020, l'Allemagne n'en a perdu que 2,3. L'Espagne s'en tire mieux que la France avec une récession de moins 4,1%. Donc pour la France, il s'agit de résultats qui vont totalement à l'encontre des prévisions qui ressortaient de la carte vue précédemment et qui donnaient à penser que la France était une espèce d'Eldorado préservé de toute crise économique sévère. En bref, rien, absolument rien, ne justifie que la France reçoive dans le plan de Mme von der Leyen 2 fois moins de subventions que l'Italie et qui a le même type de récession que la nôtre au premier trimestre 2020. Quant au second trimestre 2020, on estime maintenant, on a des données qui parlent de moins 10, moins 11% du PIB. Rien ne justifie non plus que nous recevions 2 fois moins d'argent que l'Espagne, qui s'en tire mieux que nous au premier trimestre en tout cas. Quant à la Pologne, qui devrait recevoir 38 milliards d'euros contre 39 à la France dans le plan de la Commission européenne, elle, quand nous, on a perdu moins 5 points de PIB au premier trimestre 2020,
La Pologne a vu son PIB progresser de 1,7 point au premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019. La France est donc complètement roulée dans la farine. Pour ne pas dire pire. En fait, c'est un énorme scandale qui est en train d'arriver et qui démontre, je ne sais pas comment dire, la sottise, la bêtise des dirigeants français, que même la haute administration française n'a manifestement pas réussi à raisonner, ou parfois, peut-être pour se faire bien voir, ils vont peut-être à Bruxelles en disant non, non, nous, chez nous, tout va très bien, madame la marquise. D'ailleurs, le scandale est encore plus complet du fait que je sois le seul à le dénoncer. Avez-vous entendu d'autres dirigeants politiques, et notamment des dirigeants de l'opposition, prétendus, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, mais aussi les socialistes, mais aussi les républicains, est-ce que vous les avez entendus s'indigner de ces estimations qui nous donneraient à nous moitié moins d'argent qu'à l'Italie ou à l'Espagne, et qui nous donneraient autant d'argent qu'à la Pologne, alors que la Pologne a vu son PIB augmenter quand nous, on en a perdu moins 5 points. En réalité, les assemblées, les parlementaires, les membres du gouvernement, tous les intermédiaires, les associations professionnelles, les think tanks de hauts fonctionnaires et j'en passe, ils font quoi? Ils font leur travail ou pas? Et cette affaire montre le mépris dans lequel les autres États européens tiennent la France de messieurs Macron et Philippe. J'ajoute, comme vous l'aurez peut-être remarqué, que les pays les plus touchés au premier trimestre 2020 sont les pays de l'Europe du Sud qui ont adopté l'euro. Les moins touchés par la crise de la Covid-19 sont ceux, statistiquement, qui ont refusé l'euro. Comme vous pouvez le voir, la récession en zone euro est de moins 3,1%, alors qu'elle n'est que de moins 2,6% dans l'ensemble de l'Union européenne. Ce qui signifie que les États non membres de la zone euro ont fait en moyenne un score bien meilleur que ceux qui ont adopté la monnaie commune européenne. La Suède, le Danemark, la Pologne, la Hongrie, qui n'ont pas l'euro, par exemple, affichent des performances tout à fait honorables. Quant aux pays non membres de l'Union européenne, leur performance est très correcte dans ce contexte déprimé. On assiste à une récession de 1,6% au Royaume-Uni, de 1,5% en Suisse, de 0,4% en Islande et même une croissance de plus 0,2% en Norvège. Quand, je l'ai dit, nous, on a vu moins 5 points. Alors, on est le 18 juin. On va voir comment les choses vont évoluer dans les semaines et les mois qui viennent. Mais enfin, ce que je constate, c'est que l'OCDE, qui passait son temps à agiter des horreurs sur ce qui allait se passer au Royaume-Uni avec le Brexit, eh bien, prévoit une année noire pour le Royaume-Uni, mais une année qui est comparable au Royaume-Uni à ce que ce sera pour l'ensemble des pays comme la France, par exemple, si il n'y a qu'une vague épidémique. Je ne parle même pas s'il y a une nouvelle vague d'épidémie. En résumé, nous assistons donc à un très grave décrochage de l'économie française par rapport à ses compétiteurs traditionnels et notamment par rapport à l'Allemagne. Ça ne va pas être sans conséquences sur la suite des événements. Alors, j'essaie maintenant de résumer tout ce que je viens de dire. Tout ce dont je viens de vous parler, c'était côté subventions. Les 500 milliards d'euros des subventions européennes, je ne parle pas des 250 milliards d'euros de prêts, les 500 milliards d'euros des subventions européennes de ce programme Madame von der Leyen, et la France en recevrait une faible part, en tout cas par rapport à d'autres États, de 39 milliards d'euros. Donc ça, c'est le côté subvention. Donc déjà, on se fait plumer parce qu'on reçoit beaucoup moins que ce que l'on devrait. Mais il y a l'autre côté, il y a le côté des coûts et le côté du financement du plan de Madame von der Leyen. Or, la France risque de supporter une part très significative de ses recettes. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas sûr que la Commission européenne va se financer à un coût beaucoup plus avantageux que celui de la dette de la France, pour les raisons que j'expliquais précédemment. Mais ensuite, il n'est pas sûr, mais il est quand même probable que la clé de répartition des remboursements de ce qui est une augmentation du budget de la Commission européenne sur emprunt,
il va bien falloir déterminer qui remboursera quoi. Il serait assez logique que la clé de remboursement, dans 8 à 38 ans, des 500 milliards d'euros levés, soit proche de la clé de contribution au budget européen. Ça serait logique. Après le départ du Royaume-Uni, la France pèse maintenant environ 20% de l'ensemble des recettes de l'Union européenne. Ça veut donc dire que les Français, si on garde la clé de répartition en règle générale du budget européen, pourraient devoir s'acquitter du remboursement de 20% de 500 milliards d'euros, des dettes contractées par la Commission européenne pour augmenter le budget. Or, 20% de 500 milliards d'euros, ça fait 100 milliards d'euros. Encore cette estimation serait-elle à minima, puisque les 4 frugaux, je l'ai dit tout à l'heure, pourraient obtenir, eux, d'être exemptés de tout remboursement. On pourrait aussi imaginer que sur l'influence des pays de l'Est, on estime que ceux qui recevront pas beaucoup devront moins contribuer. Au total, donc, pour en rester quand même sur la clé de répartition, on nous annonce, regardons les choses en face, que la France, avec ce plan mirobolant Macron-Merkel, pourrait recevoir au maximum 39 milliards d'euros, mais la contrepartie, c'est qu'elle participerait à un endettement à un taux d'intérêt sans doute supérieur à ce que nous pourrions avoir, et qu'au bout du compte, nos enfants, dans 28, 30 ans, 35 ans, devraient peut-être rembourser 100 milliards d'euros hors intérêt après n'en avoir reçu que 39. Ça veut dire que l'idée lumineuse qu'on nous présente comme un truc fantastique sorti du génie de M. Macron, comme Athéna sortant casquée, n'est-ce pas, de la cuisse de Zeus, eh bien, ça veut dire qu'en fait, M. Macron nous prévoit une perte qui pourrait atteindre 60 milliards d'euros. Et strictement pour rien, puisque si on s'endettait nous-mêmes, on aurait un taux d'intérêt meilleur. Cette somme faramineuse est l'équivalent, je ne parle même pas sans intérêt, est l'équivalent du prix de 314 hôpitaux, comme celui de Melun, dont la construction a coûté 194 millions d'euros. Nouvel hôpital de Melun. Ça représente également la construction de quelques 9800 kilomètres d'autoroutes flambant neuves. Je vous rappelle que le réseau routier français est en plein désastre. Est-ce bien raisonnable? Comment se fait-il qu'aucun dirigeant politique français, qu'aucun prétendu opposant ayant pignon sur médias n'ait demandé des comptes immédiatement à Macron? Troisième conséquence. Le plan de Mme von der Leyen n'entraîne absolument pas une mutualisation des dettes, qui d'ailleurs n'est pas souhaitable. Ça, contrairement à ce qu'ont laissé entendre Le Monde et tous les médias avec des accents de triomphalisme, ils ont parlé de dettes mutualisées, de moments hamiltoniens, j'en ai déjà parlé. Je rappelle que chaque État dans ce programme aura une responsabilité limitée, pas une responsabilité illimitée, une responsabilité limitée dans le remboursement du total de la dette émise, puisque la dette est émise par la Commission européenne. Cette responsabilité sera limitée, par exemple, à la clé de contribution au budget, si c'est ce critère qui est retenu pour le remboursement. Alors que s'il y avait mutualisation des dettes, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les États émettraient des dettes et ils seraient tous solidaires. C'est-à-dire que si les Italiens ne remboursent pas, ce sont les Allemands qui payent les dettes des Italiens. Ça serait la mutualisation des dettes. Mais il n'en est absolument pas question. Ça veut dire que les Allemands rembourseront éventuellement dans 35 ou 38 ans la quote-part de l'empreinte de la Commission européenne à la hauteur de la clé de répartition dans leur financement du budget européen. Quatrième conséquence. Les 4 pays frugaux, Autriche, Pays-Bas, Suède et Danemark,
Ça paraît, ça, actuellement, en voie d'obtenir la conditionnalité de toute aide de la Commission européenne à des réformes et au respect des GOPE, je l'ai dit en préambule tout à l'heure, qui sont discrètement mentionnés sans les nommer, notamment par le journal Le Monde. Le quotidien du soir indiquait récemment que les États bénéficiaires, j'ouvre les guillemets, devront également tenir compte des recommandations que fait une fois par an la Commission européenne à chacun des 27. Ce sont les GOPE que je m'enorgueillis depuis 13 ans que j'ai créé l'UPR à parler constamment aux Français. Vox clamans in deserto, puisque je suis quasiment, et l'UPR est quasiment le seul parti à en parler constamment, alors que c'est là la clé du problème. Donc qu'est-ce que ça signifie pour la France ? La France, on recevrait 39 milliards d'euros de subventions dites européennes venant du budget de l'Union européenne et présentées comme des dons. Mais en fait, assis sur un emprunt de la Commission européenne dont nous serions obligés collectivement, nous les Français, de rembourser 100 milliards d'euros dans 25, 30, 35 ou 38 ans. Marché de dupes effarant dont je viens de parler. Mais en plus, non seulement on se ferait escroquer dans les grandes largeurs, mais en plus nous serions encore plus tenus que d'habitude de respecter scrupuleusement les grandes orientations des politiques économiques dont nous avons fait une analyse précise. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, je vous le rappelle, sur les GOPE 2020, et qui comprennent notamment les GOPE des années antérieures, notamment les GOPE 2019, dont par exemple la réforme des retraites que Macron a remise justement sur le devant de la scène ces derniers jours. J'ai également fait une vidéo récemment, je vous y renvoie. On ne peut d'ailleurs qu'être frappé par l'étonnante chronologie des événements. Le 19 mai 2020, Macron et Merkel sortent d'un chapeau leur plan de relance, cette fameuse initiative franco-allemande. Le lendemain, le 20 mai, la Commission européenne publie les GOPE 2020. Une semaine après, le 27 mai, la Commission européenne conditionne tout plan de relance au respect des GOPE 2020 qu'elle vient justement de sortir, et ceci à la plus grande satisfaction des États du nord de l'Europe. Qui est-ce qui se fait avoir ? Macron comme un bleu. On notera aussi le très probable double jeu de l'Allemagne dans toute cette affaire. Madame Merkel, semble-t-il, vit ces derniers mois à la chancellerie. Encore que, ça fait quand même maintenant très longtemps qu'elle y est, 18 ou 19 ans, encore que, elle est quand même très populaire parce qu'elle a fait une bonne gestion de la Covid-19, rien à voir avec ce qui s'est passé en France. Sa successeur a jeté l'éponge. En attendant, Madame Merkel devrait quitter la chancellerie sans doute à la fin de cette année, et elle ne veut pas apparaître comme la marâtre de l'Union européenne. Elle veut d'autant moins apparaître que l'Allemagne va prendre pour 6 mois à partir du 1er juillet la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. Donc en apparence, Mme Merkel, elle joue les européennes. C'est pour ça qu'elle a lâché du lest. Et donc certains ont dit c'est une divine surprise. Comment se fait-il que Macron a réussi à la convaincre ? Mais non. Mais non. Non. Faut-il que les Français soient naïfs ? Faut-il que les commentateurs soient d'une naïveté sans borne ? En coulisses, les dirigeants allemands se réjouissent très probablement que les 4 frugaux emmenés par l'Autriche et les Pays-Bas aient endossé le mauvais rôle. Il ne faut quand même pas oublier que les 4 frugaux étaient 5. Vous savez, c'est comme les 3 mousquetaires qui étaient 4. Mais les 4 frugaux, ils étaient 5 à l'origine, avec l'Allemagne. Et il est très probable que, dans le jeu des chancelleries de ces pays, l'Allemagne ait dit, pour des raisons de diplomatie et parce que nous allons présider la présidence tournante de l'Union européenne, nous allons prendre un peu des distances officiellement d'avec vous, et au lieu qu'on parle des 5 frugaux, il y en aura les 4. Mais déjà, vous, les 4, vous avez un pouvoir de blocage puisqu'il faut l'unanimité. Et nous, l'Allemagne, on essaiera de jouer les bons offices, mais fondamentalement, nous sommes avec vous. Nous avions d'ailleurs eu l'occasion d'en parler dans un article en octobre 2019, où on indiquait notamment que les 5 frugaux, article paru sur le site upr.fr, que les 5 frugaux refusaient toute augmentation significative du budget de l'Union européenne, qui risquait d'exploser du fait du Brexit, du fait de l'incorporation planifiée des nouveaux États
et du fait des projets de dépenses grandioses de Bruxelles. C'était en 2018 qu'on avait publié cet article. Une pandémie plus tard, on en est exactement au même point. Voilà ce que l'on pouvait dire du funeste plan de relance de Mme von der Leyen de 750 milliards d'euros. Alors je vous demande pardon d'avoir été un peu long et didactique. Peut-être faudra-t-il que vous le revoyiez une deuxième fois ou une troisième fois si vous voulez vraiment tout comprendre, parce que malheureusement, j'essaie d'être clair, mais les choses sont quand même assez compliquées. C'est d'ailleurs fait pour. C'est fait pour. J'ai déjà dit depuis 13 ans que j'ai créé l'UPR que la construction européenne, c'était un coup de génie. C'est une dictature qui ne s'impose pas par l'armée, par les armes, par la force. Elle s'impose par l'ennui et la complexité. Comme c'est complexe, comme c'est ennuyeux, les gens n'y comprennent rien. Et donc les gens préfèrent regarder, je sais pas, une émission de télé ou un match de foot plutôt que de s'y intéresser. C'est humain, c'est normal. Mais ce faisant, ils laissent en fait les mains libres à cette procédure de destruction de notre pays et de pillage de la France. En attendant, les Français, vous, à qui je m'adresse, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui me suivent, et aussi des parlementaires, des maires, des élus qui suivent nos émissions. Je m'adresse à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent. Je m'adresse à leur conscience. C'est plus Asselineau, c'est plus l'UPR, je m'adresse à leur conscience. Est-ce que vous pouvez comprendre ? Est-ce que vous pouvez comprendre que s'il y a un seul pays qui devait s'opposer à ce nouveau plan de la Commission européenne, c'était justement la France, qui risque d'être complètement plumée, parce qu'on va payer plus que les autres pour recevoir moins que les autres. Et l'ironie tragique veut que, au lieu de s'y opposer, c'est la France de Macron qui en a pris l'initiative. Je peux vous assurer que dans les allées de Bruxelles ou derrière les portes capitonnées d'un certain nombre de gouvernements dans des pays d'Europe, les gens se tapent sur les cuisses en disant « die Franzosen sind verrückt ». Ils sont complètement dingues, ça veut dire, les Français. Ils n'en reviennent pas. Beaucoup de Français constatent avec un sentiment d'appréhension et d'effroi que rien ne va plus, que l'État est entré en pleine déliquescence. Il faut qu'ils comprennent que Macron est prêt, pour satisfaire son ego et pour satisfaire l'oligarchie qui l'a fait élire avec une campagne médiatique sans précédent en 2017, il est prêt à exposer la France et les générations futures à des risques financiers colossaux et totalement inconsidérés. Que le gouvernement français s'enorgueillisse des annonces de Mme von der Leyen, c'est vraiment le comble du scandale, lorsqu'on sait qu'il n'a pas été capable, ce même gouvernement, d'accorder immédiatement, après le déconfinement et sans discussion, cette augmentation massive des salaires et des rémunérations des personnels soignants qui le méritent ô combien. C'est très gentil de dire ce sont des héros et de leur remettre une médaille en chocolat, mais pour l'instant, ils n'ont toujours pas vu l'augmentation de leur salaire alors qu'ils sont payés de façon beaucoup trop chiche et de façon très inférieure à ce que c'est dans la plupart des autres États européens. À défaut que les médias fassent leur métier d'analyse critique, les députés, et là je m'adresse à tous les députés et tous les sénateurs qui veulent peut-être bien regarder cette émission, les députés, quel que soit leur bord, mais plutôt des députés d'opposition. Je m'adresse aux Républicains, je m'adresse au Parti socialiste, je m'adresse au Parti communiste, à la France insoumise, au Front national. Les députés doivent demander au gouvernement, tout de suite, une simulation précise sur ce que cette nouvelle marotte européiste de Macron va rapporter et surtout ce que ça va coûter aux Français. Pas seulement les députés, mais les sénateurs aussi. Nos parlementaires doivent exiger un bilan financier de cette opération qui sera rendu public
et un bilan comparatif avec les autres pays de l'Union européenne. Parce que je connais la façon en général qu'on a de noyer le poisson, c'est de dire oui, ça apparaît comme très cher, mais il faut comprendre qu'il y a des effets macroéconomiques, on va pouvoir plus vendre, nanani, nanana. Comme si le même raisonnement ne s'appliquait pas aux autres États. Non, non. Il faut qu'il y ait un bilan coûts et recettes prévisionnel pour la France et la même chose pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour l'Espagne. Et qu'on mette ça devant les Français. Et si le gouvernement ne le fait pas, nous, on le fera. Le gouvernement doit expliquer notamment qui remboursera entre 2028 et 2058 les sommes faramineuses empruntées par la Commission européenne. Le gouvernement doit aussi s'expliquer sur ce qui se passerait au niveau du remboursement si un nouveau pays devait entre-temps quitter l'Union européenne. Imaginons par exemple que l'Italie empoche 80 milliards d'euros et que dans 2 ans elle quitte l'Union européenne. Et qu'on nous demande, nous, de rembourser à partir dans 8 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, qu'on nous demande de rembourser et que l'Italie ne soit plus membre de l'Union européenne. Qui paiera ? En fait, le prix Nobel d'économie américain Joseph Stiglitz ne s'était pas trompé lorsqu'il avait estimé, à propos de la zone euro, il avait dit ce sont ceux qui en sortiront en premier qui s'en sortiront le mieux. Les Français doivent comprendre le piège mortel dans lequel les européistes ont enfermé la France. Je vais prendre une image pour qu'elle parle à tout le monde. Imaginez que vous réserviez une villa pour 27 personnes pour l'été. Évidemment, je fais allusion aux 27 États membres de l'Union européenne, depuis le départ du Royaume-Uni. Et imaginez que cette location d'été ne puisse pas être annulée. Le temps passe et une première personne parmi les 27 se décommande. Du coup, le prix de la location doit être supporté non plus par les 27 du départ, mais par les 26 restants. Et puis ensuite, il y a une famille entière de 4 personnes qui se décommandent où chacun devait payer son écho. À ce moment-là, on n'est plus 26 à payer, mais on tombe à 22. Le prix de la location doit être supporté par les 22 personnes restantes. Etc., etc. Si vous êtes dans les tout derniers, c'est vous qui allez supporter un prix phénoménal de location, puisque ce qui devait être partagé à 27 ne le sera plus qu'à 3 ou 4, s'il y a plus que 3 ou 4 personnes, voire tout seul, si vous restez tout seul. Eh bien, la construction européenne, ça fonctionne de la même façon. Et plus encore, le plan de Mme von der Leyen. La question, c'est donc de savoir si les Français veulent en sortir maintenant ou s'ils préfèrent supporter le fardeau dont les autres États qui partiront avant 2038, et là on peut être sûr et certain qu'il y en aura un bon paquet, que ces autres États qui partiront avant 2038, eh bien eux, ils se seront peut-être mis au vert et ne rembourseront peut-être pas. Voilà. Voilà ce que cette révolution, entre guillemets, ce moment hamiltonien dont on devrait se réjouir, comme le journal Le Monde, alors qu'il s'agit en fait du racket de l'argent des Français concocté par la Commission européenne. Voilà ce qui se passe. Dans le prochain chapitre, je vais examiner maintenant ce qu'il faut penser du plan de rachat d'actifs supplémentaires de 600 milliards d'euros de la BCE, qualifié de deuxième bazooka par Le Figaro. Je vous donne rendez-vous dans cette vidéo numéro 3 sur ces questions financières. Vive la République et vive la France.